La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction une maison iconique pour tous les gourmands et gourmandes, la maison du chocolat. Alors qu'il souhaitait simplement tester une nouvelle discipline, Nicolas Cloizeau s'est découvert une véritable passion, le chocolat. Une matière noble qu'il a travaillé de long en large au cours de différents concours, et il a d'ailleurs obtenu en 2007 le titre de meilleur ouvrier de France pour récompenser son talent. Cette passion, il l'a vu naître dans cette jolie maison qu'il n'a plus quittée depuis. En 2000, il en est devenu le responsable de toutes les créations haute couture. Puis, il a été nommé en 2012 le chef de la Maison du Chocolat. Avec sa bonne humeur communicative, Nicolas Cloizeau nous plonge, ou plutôt nous enrobe, dans son quotidien fait de créativité, de goût à vous faire fondre de gourmandise et de sculpture toujours plus artistique. Au menu du jour, les coulisses créatives d'une grande maison et comment créer des gammes de chocolats différents pour le Japon, Hong Kong et les États-Unis. Les histoires et petites anecdotes derrière ses créations les plus folles. J'ai nommé les chocolats salés ou son coffret chocolaté qui reprend les notes aromatiques du célèbre parfum Angel de Thierry Mugler. Et enfin sa gamme de chocolats bien-être et végétaux. Pourquoi et comment? Bonne écoute! Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Léa, très bien. Très heureux en tout cas de pouvoir faire cet échange avec toi aujourd'hui. Bah ça moi aussi, avec grand plaisir. Pour commencer d'ailleurs, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Quand j'étais petit, mon dessert préféré, c'était la religieuse au chocolat. Je crois que j'en avais quasiment une tous les dimanches midi. C'était la grande tradition quand on allait chercher le pain le dimanche matin à la boulangerie. Ma maman rapportait des gâteaux pour le dimanche midi et bien souvent, pour moi, c'était en tout cas la religieuse au chocolat. Est-ce que tu continues cette tradition? Non, j'allais dire malheureusement parce que par mon travail, je consomme énormément de chocolat et de pâtisserie, donc la pâtisserie du dimanche midi, c'est terminé. Justement, j'allais te demander quel était pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi. Et du coup, il y en a plus? Moi, je vais plutôt, on va dire, ce sera plutôt une mousse au chocolat, ça sera pas forcément un gâteau en tout cas. Mais pour moi, en tout cas, la mousse au chocolat, ça reste quelque chose de, voilà, de très addictif, très régressif et finalement, voilà, ça plaît à tout le monde. C'est vrai. Du coup, toujours du chocolat. Depuis le début, c'est ça que... Et toujours du chocolat depuis le début, tout à fait. C'est quoi d'ailleurs ton chocolat préféré? Mon chocolat préféré, c'est-à-dire l'origine, le parfum d'un chocolat, Bah, soit l'origine, soit, je sais pas, un chocolat avec, une ganache, un praliné à un tel goût et c'est celui-là que tu préfères? Enfin, le chocolat que tu pourrais manger, tout le temps, n'importe quand. un chocolat que je pourrais manger tout le temps, ça serait une tablette de chocolat déjà. J'ai toujours des tablettes de chocolat avec moi en fait. Je me rappelle quand je suis arrivé à la maison du chocolat, j'entendais des personnes qui me disaient que ils pouvaient pas se passer de chocolat et qu'ils en avaient tout le temps sur eux et ça me faisait sourire. Au fur et à mesure du temps, finalement, je me suis rendu compte que je suis devenu comme ça, à tel point qu'aujourd'hui, quand je pars en vacances, en fait, j'ai des tablettes avec moi de chocolat parce que c'est devenu une addiction, hein, et du coup, je repense souvent à ces personnes au début qui me parlaient de ça et en fait, je leur souriais gentiment quand ils me disaient ça et finalement, je suis devenu comme eux. Donc moi, ça serait plutôt une tablette. Alors tant qu'à choisir une tablette, je prendrais de la porcelana. La porcelana, c'est une fève de cacao qui provient du Venezuela, qui est une fève blanche, donc qui est pauvre en tanins. Et donc, ce que je trouve très intéressant dans cette fève de cacao, c'est que c'est un chocolat qui est
qui pour moi en tout cas est parfaitement équilibré, qui est à la fois, oui, je dis doux, rond et équilibré, parce que souvent, la plupart du temps, quand on sélectionne des chocolats, on a toujours ce qu'on appelle vraiment des typistes aromatiques, hein. Il y en a qui vont être très Ok. acidulés, très épicés, très floraux, etc. Et la porcelana, je trouve que voilà, elle a vraiment, elle est passe-partout, enfin elle est passe-partout, elle est parfaitement équilibrée, je trouve. Et du coup, est-ce que tu le travailles juste en nature, cette fève-là, la porcelana, ou est-ce que des fois tu l'as mariée avec d'autres saveurs? Alors la porcelana, je l'ai toujours laissée telle quelle, parce que pour moi, Ok. et voilà, ça reste, c'est je sais pas comment dire, un joyau brut, voilà, qu'il faut laisser tel qu'il est. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a des chocolats comme ça, tu peux pas les travailler, ce serait les dénaturer. C'est pas forcément, oui, c'est pas forcément les avantager finalement, en fait. Il y en Ouais. a qui ont besoin voilà, faut les laisser s'exprimer tels qu'ils sont, oui, tout à fait. C'était quoi les saveurs de ta toute première création chocolatée, donc ton tout premier chocolat? Pour le coup, avec une ganache, enfin quelque chose quoi. Bah, mes premières créations, euh, bah, je repense à 2012 quand j'ai été nommé chef de la Maison du Chocolat où j'ai sorti un coffret sur la Bretagne. Parce qu'à la maison, à la Maison du Chocolat, vous allez avoir des chocolats iconiques et vous allez avoir aussi des collections éphémères. Et donc en 2012, j'ai sorti ma première collection éphémère qui était une thématique sur la Bretagne puisque je suis breton. Et donc voilà, j'ai des souvenirs de ces chocolats que j'ai faits qui voilà qui sont restés, qui restent en moi, hein, qui sont une ganache caramel beurre salé, une ganache à la pomme et au chou chêne. Mmh. Il y avait aussi du chocolat au lait avec de des éclats de comment ça s'appelle de sablé breton. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment des chocolats qui me parlent beaucoup en tout cas. On est à la fois dans le côté, bah encore j'allais dire addictif et régressif. C'est un petit peu notre métier qui veut ça. C'est vrai. Et ta toute dernière création, c'était quoi les saveurs? Nous sommes. Je suis un peu perdu parce que je suis en train de travailler sur mes chocolats de 2023 en ce moment. Ah oui. Mais du coup, tu Euh, prépares tous tes chocolats un an en avance, tu sais exactement quelle sera la prochaine saison. Bah, tout à fait. Là, en ce moment, je suis en train de terminer la Saint-Valentin 2023 et là, dans 15 jours, je vais commencer Pâques 2023. Je commence à peu près Ah entre oui. 12 et 18 mois à l'avance à peu près puisque, en fait, le service création, c'est le premier service à la Maison du Chocolat qui va démarrer une collection et tant que le service création n'a pas commencé ses produits, bah, finalement, personne ne peut commencer derrière, puisque après, derrière, ça va engendrer tout le travail du service achat sur l'approvisionnement des matières premières, la planification des productions qui vont être à mettre en place. Ça va être le marketing avec qui on va écrire le storytelling. Ça va être la communication pour les dossiers de presse. Donc voilà. Donc du coup, tant que moi j'ai pas démarré, personne ne peut démarrer. Donc c'est pour ça que finalement, comme je suis le premier, il faut que je démarre très en amont en fait. Mais Ah finalement, je oui. trouve que c'est assez plaisant finalement de créer une collection de Noël quand on est à Noël, de créer une Oui. collection de Pâques quand on est à Pâques. C'est presque à la limite plus logique hein, que de faire Noël pendant l'été. Hein. Oui, Donc c'est ce ça me que va très j'allais bien. dire. C'est l'avantage, parce que si là tu travailles Pâques de l'année prochaine, au moins on est toujours un petit peu dans la saison de Pâques, donc tu as plus Ah, en fait, d'inspiration. j'ai les matières premières, en tout cas, à disposition aussi, parce que quand vous devez faire une collection de Noël en plein été avec des produits que vous êtes censé trouver à Noël, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu as prévu un petit peu déjà pour la Saint-Valentin de l'année prochaine? Est-ce que tu vas rester sur enfin, je sais pas, des saveurs qu'on avait déjà un petit peu cette année? Est-ce que tu changes complètement? Tu fais comment généralement? Tu as eu une thématique précise sur chaque année? Oui, c'est ça en fait, c'est on va partir sur une thématique, donc bah, ça peut être des thématiques très variées. Hein. Sur des collections comme la Saint-Valentin, j'ai pu travailler sur des collections qui évoquent les jardins de Paris. Vous voyez, voilà. Ouais. Enfin, si on me demande d'où vient mon inspiration, ça peut être tout simplement de se balader dans un jardin à Paris et finalement, suite à ça, de se dire, ben voilà, je vais faire quatre chocolats qui représentent quatre jardins parisiens. OK. Ça peut être aussi une collection, on va dire, qui évoque le chic parisien, parce que la Saint-Valentin, en tout cas pour la Maison du Chocolat, c'est une collection qui est très importante pour le Japon,
puisqu'au D'accord. Japon, la Saint-Valentin, c'est comme Noël en France. Ah oui. Sur le principe, en fait, à la Saint-Valentin, c'est que vous avez les femmes qui offrent du chocolat à tous les hommes de leur entourage. Donc une femme va offrir du chocolat à son mari, à son père, à son grand-père, à son patron, à son voisin, à son cousin. Donc voilà, pour les femmes, c'est un petit peu compliqué pour la Saint-Valentin au Japon. Ça coûte excessivement cher. Oui, c'est vrai. Et donc du coup voilà, je porte beaucoup d'attention en tout cas quand je vais créer ces collections, en tout cas de faire attention en tout cas voilà à la clientèle japonaise. Euh, et donc voilà, faut que ce soit des parfums qui soient voilà très très délicats, qui soient aussi assez évocateurs de Paris parce que bon, pas que les Japonais, mais c'est vrai que les Japonais apprécient particulièrement Paris. Donc comme on est une marque parisienne, c'est aussi l'occasion pour la Saint-Valentin en tout cas de donner un côté assez romantique à travers Paris. Donc d'où justement, voilà, ça peut être l'évocation des jardins parisiens, ça peut être l'évocation d'endroits emblématiques dans Paris. Et de là après, ben, va découler des parfums. Bah, là, par exemple, pour la Saint-Valentin 2023, j'ai travaillé sur une ganache au miel, donc avec un miel de Paris. Ah oui, oui. Donc voilà, comme ça, voilà, on va pouvoir à la fois allier Paris et puis allier aussi les matières premières, parce que c'est pas juste de raconter une histoire aussi, il faut que les produits aussi racontent aussi cette histoire. Hein. Donc les jardins parisiens, c'était aussi par rapport aussi à des arbres ou à des fleurs qui sont assez dominantes dans chacun de ces jardins parisiens. Et là, par exemple, du coup, le produit est lié un petit peu, enfin, au produit final et au chocolat final qui va être créé. Est-ce que, tu as choisi d'abord tu voulais travailler les jardins parisiens et ensuite tu as sélectionné du coup le miel de Paris qui y fait écho? Ou est-ce que c'était, au contraire, tu voulais pas mal travailler ce miel parisien, et tu as trouvé un petit peu le moyen, tu vois, de l'incarner avec, un chocolat, qui après appelle les jardins parisiens? Alors bon, alors, en fait, le processus, fonctionne de la façon suivante, c'est que moi, je suis en permanence en fait à la recherche de matières premières. OK. Et parce que en fait, quand je trouve des matières premières, je peux pas par exemple dire bah tiens voilà j'ai rencontré un producteur de je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire allez un producteur de noisettes. J'ai trouvé des super noisettes. Allez hop la semaine prochaine je vais faire un chocolat à la noisette. Ouais. En fait, enfin, je peux pas faire ça parce que du coup, moi, je vais, comme la maison du chocolat va vendre des produits à la fois aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong. Donc en fait, il y a tout un processus après au niveau au service qualité de la maison du chocolat sur la réglementation, puisqu'en fait, il va falloir qu'on s'assure que justement que cette noisette, en termes de réglementation, d'analyse bactériologique, en fait, va passer à la fois, bah, évidemment en France, mais va passer aussi aux États-Unis, va passer aussi au Japon et va passer aussi à Hong Kong. Donc en fait, moi, je suis en permanence à la rencontre et à la recherche de matières premières. Et ensuite, le service qualité, en fait, va s'assurer que de la validation de ces matières premières. Donc ça, c'est un D'accord. processus qui est long. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand je te disais que finalement, je commence entre 12 et 18 mois à l'avance, quand je commence à ce moment-là, ces matières premières-là sont déjà validées. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, dans mon processus créatif, c'est que quand je vais choisir une thématique sur les jardins parisiens, les matières premières que je vais choisir, ce sont des matières premières qui ont déjà été validées auparavant, en fait. Donc, du coup, j'ai en permanence, comme je dis, des matières premières sous le coude. J'ai une bibliothèque virtuelle de goût en moi, et en fait, je pioche dedans, en fait. Mais je vais pas me dire, là cette année, je vais faire les jardins parisiens. Ouais. J'ai besoin telle fleur, je vais aller la chercher. En fait, c'est trop tard. Moi, à ce moment-là, quand je vais faire les jardins parisiens, je vais piocher dans ce que j'ai et qui a déjà été validé précédemment, en fait. D'accord. Ah oui, donc effectivement. Et ça, c'est vraiment toi, du coup, qui source, en allant toi-même, chercher des produits, les découvrir? Ou est-ce que pour le coup, tu as des équipes, qui te proposent des produits, ensuite tu les testes, tu les goûtes? Alors ça peut être moi parce que voilà, je suis, on va dire, obnubilé par une matière première que j'ai envie de travailler. Donc voilà, je vais passer beaucoup de temps à la chercher. Ça peut être aussi pendant que je suis en vacances, hein, voilà, que je suis en vacances dans une région, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la région et finalement voilà de rencontrer aussi des producteurs. Hein.
Ça peut être pendant mes déplacements aussi, hein, puisque du coup, comme je vous disais, à travers ces chocolats qui sont vendus aux États-Unis, au Japon ou à Hong Kong, ben voilà, j'ai l'occasion d'y aller et donc de découvrir aussi des matières premières dans ces pays-là. Ça peut être aussi des fournisseurs qui m'envoient tout simplement des échantillons de leurs produits pour me demander un avis en termes de Ouais. goût, si moi je trouve ça bien ou pas bien, et finalement moi ça me fait rebondir en me disant mais moi je trouve ça super, ça m'intéresse de travailler avec vous. Voilà, ça marche dans les deux sens en fait, hein. Ça c'est pour toute la partie qui est hors chocolat, puisque pour la partie chocolat, par contre, je vais travailler en étroite collaboration avec ce qu'on appelle un sourceur. Donc Oui. un sourceur, c'est un agronome de formation, hein, qui sait pas forcément faire un praliné ou une ganache, mais qui a la capacité en fait de me trouver des fèves de cacao avec ce qu'on appelle des typicités aromatiques, donc des goûts bien particuliers, puisque nous on va travailler sur ce qu'on appelle des cacaos fins, ces fameux cacao aromatiques qui ont des notes, bah, tantôt de fruits jaunes, de fruits rouges, des floraux, des boisés, des fumés, des fruits secs. Et donc là, évidemment, moi, j'ai pas le temps de parcourir toute la ceinture équatoriale parce que le cacao pousse à 20 degrés de latitude nord et sud de l'équateur. Donc vous en avez à la fois en Amérique, en Afrique, en Indonésie. Ouais. Et donc, moi, ma préoccupation, c'est vraiment d'avoir un petit peu comme un parfumeur, d'avoir un orgue à parfum avec toute une palette en fait de chocolat avec des typicités aromatiques différentes. Et donc là, en fait, ça va plus être un travail que je vais demander à un sourceur finalement de me trouver justement ces différentes fèves de cacao qui ont ces différents goûts. Et par contre, c'est vrai que quand j'ai l'occasion et il m'a trouvé ce que je cherche, bah, ça m'arrive d'aller le rejoindre aussi sur les plantations, ce qui lui permet de me sensibiliser vraiment sur voilà, tout ce processus qui est fait et pour moi de plus facilement pouvoir aussi en parler voilà, quand je dois en parler à travers l'élaboration d'une collection. Donc voilà, la sélection des matières premières, oui, c'est très très vaste en fait, hein. Ouais, effectivement. Et pour le chocolat, c'est pareil, ils doivent être validés, bien en amont et en fait, tu as une «banque» entre guillemets de chocolat, que tu peux utiliser, de nouvelles origines et tout? Alors c'est le même principe, ouais, tout à fait Oui. au niveau du service qualité. Donc je vais avoir tout un panel, on va dire, de chocolat standard, donc avec, comme je disais tout à l'heure, hein, les fruités rouges, les fumés, les boisés, les floraux qui vont me servir en fait pour les chocolats iconiques de la maison du chocolat, hein, donc ces chocolats qui vont être vendus toute l'année. Et par contre, je vais demander aussi à mon sourceur pour certaines collections bien spécifiques, par exemple la collection de Noël, voilà, de faire un chocolat sur mesure pour Noël, qui lui sera, on va dire, ça sera un petit peu comme la porcelana, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un diamant brut, d'avoir vraiment un chocolat spécifique qui est en toute petite quantité, qui va nous servir pour une collection éphémère, donc qui va servir pour Noël, qui sera uniquement pour Noël, et qu'on retrouvera à travers un bonbon de chocolat dans le coffret, qui pourra servir pour faire la pièce artistique, qui pourra servir pour faire la mousse de la bûche. Et finalement, ce chocolat juste pour Noël sera le fil conducteur de cette collection de Noël. D'accord. Ça représente quoi pour toi la chocolaterie? La chocolaterie, qu'est-ce que ça représente? C'est à la fois très technique, c'est très complet parce que c'est à la fois un côté très technique, un côté très artistique. Euh, et que bah, finalement, juste avec du chocolat, en fait, on a des possibilités infinies finalement, puisqu'on peut s'exprimer oui, à travers le goût et à travers le visuel, en fait. Comment est-ce enfin, quand est-ce que toi, tu as commencé vraiment à t'intéresser au chocolat et à comprendre, toutes ces possibilités que cette matière, offrait? En fait, j'ai démarré par un apprentissage en pâtisserie. Et quand j'ai fait mon apprentissage en pâtisserie, ben, j'ai utilisé du chocolat. Et j'ai eu le sentiment finalement que bah, il y avait plein de choses à faire avec le chocolat, sauf que quand vous utilisez le chocolat en pâtisserie, bon bah, c'est bien souvent pour faire juste des gâteaux. Et donc, bah, à l'issue de ma formation de pâtissier, finalement, je me suis dit, je vais me consacrer quelques années à faire que du chocolat pour vraiment apprendre à maîtriser cette matière première. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis donc breton, donc j'ai été voir le chocolatier le plus réputé dans la région de Bretagne où je suis né. Et à l'époque, bah, ce chocolatier en fait n'avait pas de poste à pourvoir. Et donc c'est lui qui m'a dit bah Nicolas, si ça te gêne pas de partir à Paris, il faut aller travailler à la maison du chocolat. Moi je ne savais pas qui c'était la maison du chocolat, j'en avais jamais entendu parler. J'ai envoyé mon CV à voilà à une entreprise que je ne connaissais pas. Et voilà, 2 semaines après, bah, j'ai été embauché puisque en fait, pendant la période de Noël, hein, comme nous, c'est une période où on va produire beaucoup, donc on va prendre beaucoup de personnes pendant la période de Noël.
Donc je suis arrivé pendant cette période de Noël en fait, hein. Et puis bah finalement voilà, je suis resté 3 ans. Et au bout de ces 3 années, j'étais sur le point de repartir justement pour retourner en Bretagne ouvrir ma pâtisserie. Puisque finalement j'avais vu ce que je voulais voir, hein. J'avais appris voilà un petit peu toutes les techniques liées au chocolat. Et c'est à ce moment-là finalement que le fondateur de la Maison du Chocolat, donc qui se nommait Robert Lynx, m'a proposé de rester à la Maison du Chocolat et de mettre en place en fait un atelier dédié aux pièces artistiques, puisque c'était pas le cas à l'époque, il y en avait pas. C'est-à-dire que quand on faisait des pièces à Pâques ou à Noël, c'était un petit peu panique à bord, hein, 3 semaines avant Pâques, c'était un petit peu vite, vite, il y a Pâques qui arrive, faut faire des pièces, donc c'était fait voilà un petit peu rapidement. Et donc voilà, Monsieur Lynx m'a proposé de mettre en place un service vraiment dédié à ça pour que voilà, on sorte des collections artistiques de façon régulière et puis que voilà que ça change chaque année. Donc moi à l'époque j'avais 24 ouais 24 ans je crois, 24-25 ans ouais, donc du coup bah finalement ils me donnaient carte blanche pour mettre en place un service, de former une équipe. Donc finalement ben voilà, c'était une très belle opportunité. Donc finalement je suis resté. Donc j'ai mis cet atelier en fait en place et parallèlement à cet atelier, c'est là que j'ai commencé à faire des concours. Et donc, je me suis pris au jeu des concours. Donc, j'ai remporté différents prix. Et donc, voilà, quand après vous êtes, on va dire, une bête à concours, bah, vous voulez toujours le concours qui est au-dessus. Donc, j'ai fini par passer celui de meilleur ouvrier de France en 2007. Et puis, bah, à l'issue de ce concours, voilà, que j'ai obtenu, je pense que voilà, ça a conforté finalement le fondateur de la Maison du Chocolat. Que après l'artistique, bah, il m'a confié finalement ce que lui faisait, parce que Robert Lynx créait les recettes, hein, les recettes de ganache et de praliné. Et donc voilà, à l'issue de mon concours, après, ben, après l'artistique, voilà, j'ai pris la suite de Monsieur Lynx en créant ces chocolats. Et après, bah, finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte aussi que au-delà des recettes iconiques, c'était aussi important finalement de créer des collections éphémères, de créer des collections aussi un petit peu je sais pas comment dire, qui nous bousculent, qui nous interpellent aussi, Ouais. puisque au-delà des collections de Pâques et de Noël, on va dire qui sont assez récurrentes, c'est aussi à la Maison du Chocolat de voilà de repousser, je dirais les limites du chocolat à travers des collections voilà qui peuvent interpeller. Je pense justement en l'occurrence à une collection que j'ai sortie il y a quelques années sur des chocolats salés, Mmh. où vous retrouviez par exemple un chocolat au cèpe, un chocolat à l'olive noire, un chocolat aux oignons caramélisés. J'ai travaillé sur un coffret de chocolat aussi avec une ganache au caviar avec la maison Pétrosian. J'ai travaillé aussi avec un parfumeur, hein, sur le fait de transcrire un parfum à travers du chocolat. En l'occurrence, c'était le parfum de Thierry Mugler qui s'appelle Angel, Mmh. qui est le premier parfum gourmand, hein, qui a été créé il y a 30 ans. Et de faire le parallèle finalement entre le chocolat, on va parler de début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche, et les parfums, on va parler de la note de tête, la note de cœur, la note de fond. Donc l'idée, ça avait été de décortiquer le parfum finalement pour faire un chocolat qui représente la note de tête, un qui représente la note de cœur et un qui représente la note de fond. Et plus récemment, j'ai travaillé aussi avec un médecin nutritionniste en fait pour repenser, on va dire, la ganache plus dans un esprit de naturalité et de bien-être, hein, puisque finalement, quand on parle d'une ganache, c'est de la crème, c'est du chocolat, c'est du beurre. Et donc finalement de se dire est-ce que finalement on peut repenser la ganache autrement, mais voilà sans utiliser de la crème, sans utiliser du beurre, mais sans pour autant basculer dans un chocolat allégé, hein, parce que comme je Ouais. dis, on va pas chez un chocolatier pour faire un Mmh. régime, mais c'est aussi juste de se dire tout simplement voilà est-ce qu'on peut garder la gourmandise à travers les ganaches sans pour autant être obligé de mettre toujours de la crème, du beurre, beaucoup de sucre et voilà tout ça. Donc ça a été aussi très enrichissant parce que ça, voilà, ça nous a ouvert des portes sur peut-être ce que pourraient être les chocolats de demain, hein, à travers, on va dire. Alors c'est vrai que j'aime pas trop le terme de dire des chocolats véganes parce que pour moi c'est pas. Certes ils sont véganes, mais je veux dire, j'ai pas fait ces chocolats-là pour une communauté. Hein, c'est des chocolats Ouais. qui sont pour tout le monde. Comme je dis, c'est des chocolats qui sont végétaux. Voilà, mais ils sont à destination de tout le monde en fait. Ce qui me plaît en fait, c'est ça, c'est d'à la fois dans mon travail au quotidien, c'est à la fois d'entretenir les recettes iconiques de la maison du chocolat, parce que la maison du chocolat date de 1977. Donc il y a tout ce travail qui est voilà d'entretenir ces recettes iconiques pour qu'elles restent au goût du jour. Donc à la fois pour
je dis toujours que c'est la partie la plus difficile de mon travail parce que ces recettes iconiques, en fait, c'est un petit peu comme les numéros 5 de chez Chanel. Il faut savoir les toucher sans les toucher parce que vous avez une clientèle historique, en fait, qui a grandi avec, hein. Moi, je suis face à une troisième génération, hein. Il y a eu les grands-parents, les parents. Maintenant, j'ai les petits-enfants qui arrivent à la maison du chocolat. Donc, c'est des personnes qui ont grandi avec ces chocolats-là. Et donc, de les garder au goût du jour, vous pouvez pas passer de tout l'un à tout l'autre, en fait. Donc, c'est des petites retouches qui sont faites au fur et à mesure du temps et qui sont indispensables parce que au-delà de notre clientèle historique, c'est aussi de séduire toute une nouvelle génération de personnes qui ne connaissent pas la maison du chocolat et vous les séduisez pas avec des chocolats qui datent des années 70. Donc voilà, c'est tout l'art en fait de toucher sans toucher pour garder cette clientèle historique et tout en séduisant une nouvelle génération de clients. Le deuxième axe de travail, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les collections éphémères. Donc là, ça va être des collections pour la Saint-Valentin, des collections pour Pâques. Euh, il y a une collection aussi en général, on fait une collection aussi pour l'été. Et le troisième axe de travail, c'est ce que je viens d'évoquer là à l'instant avec toi, c'est vraiment d'ouvrir des portes sur le chocolat de demain à travers ces chocolats salés, ces chocolats végétaux, ces chocolats aux notes iodées à travers le caviar. Et ce troisième axe de travail, en fait, c'est vraiment de se dire on prend le temps finalement parce que évidemment une collection de Pâques faut bien qu'elle sorte à Pâques, une collection de Noël faut bien qu'elle sorte à Noël. Ici le troisième axe de travail c'est plus de se dire voilà on ouvre des portes sur ce que pourrait être le chocolat de demain mais sans contrainte de temps parce que finalement on sait pas où on va. Quand je vous dis on veut faire du chocolat vegan, végétal. En fait, je sais pas si c'est possible, c'est pas possible. Est-ce que ça sera bon, pas bon, j'en sais rien. Donc finalement, voilà, si on a besoin d'un an, on prend un an. Si on a besoin de 3 ans, on prend 3 ans. Si on a besoin de 5 ans, on prendra 5 ans. Et comme je dis, à l'issue de ça, voilà, s'il en sort quelque chose, c'est très bien, on en sortira un coffret. Et si ça n'aboutit à rien, enfin rien, on n'en fera pas un coffret, mais de toute façon, on sera forcément enrichi de quelque chose. Mais je veux dire, je vais pas sortir quelque chose juste pour des questions, on va dire, de communication et de marketing. Si on le sort, c'est parce que, entre guillemets, voilà, parce que je l'assume et je peux me regarder dans une glace. Mais ce qui est très important aussi au-delà de ce troisième axe de travail, comme je vous disais tout à l'heure, j'en reviens au premier, hein, c'est là où c'est un cercle très vertueux. C'est quand on parle d'entretenir le premier axe de travail, d'entretenir ces recettes iconiques. Je les entretiens parce que justement il se passe quelque chose dans le troisième axe de travail en fait. Et en fait, sans ce troisième axe de travail, je pourrais pas finalement entretenir les recettes iconiques. Et, et donc du coup, voilà, ces trois axes de travail dans mon travail de création qui avancent à des rythmes en fait différents, mais on a besoin des trois axes en fait pour avancer. Et c'est en ça que voilà mon métier est passionnant en fait. Alors déjà, j'ai plein de questions parce que c'est passionnant ce que tu viens de me dire. Moi, je voudrais revenir premièrement sur les chocolats salés. Oui. Donc c'est un peu en version chocolat de demain, c'est ce que j'ai compris. Du coup, comment est-ce que tu les as pensés dans le sens où est-ce que aussi, enfin, quand est-ce que tu vas, enfin, pour quelle dégustation tu les as pensés? Est-ce que c'est une dégustation du coup plutôt au moment, je sais pas, de l'apéro, qui est un moment salé? Est-ce que malgré tout, puisque c'est du chocolat, ça reste très sucré et en fait c'est surtout pour surprendre et quand même le déguster, je sais pas, à la fin d'un repas. Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment est-ce que tu as pensé ça et pour quel usage? Alors le troisième axe de travail, en fait, c'est vraiment des ressentis personnels, hein. Je veux dire, faut pas imaginer qu'on fait des grandes études clients de marketing qui disent qu'est-ce qu'attend le client et il faut faire ce qu'attend le client. Ici, c'est vraiment plus des ressentis personnels et c'est vrai que la première collection des chocolats salés, c'est venu naturellement parce qu'en fait, moi, je suis issu d'une famille de cuisiniers et donc ayant grandi dans la gastronomie, voilà. Ça m'a paru juste naturel de creuser cette piste finalement, de faire des chocolats salés. Euh, et quand je les ai pensés, finalement, c'était aussi de se dire ces chocolats ne peuvent pas être des chocolats comme les chocolats classiques, c'est-à-dire en termes de dégustation. Enfin, c'est tout à fait pertinent hein, ce que tu dis. Hein, c'est que voilà, c'est des chocolats qui étaient destinés alors soit pour l'apéritif ou soit comme je disais en pré-dessert, c'est-à-dire entre le Ouais. fromage et le dessert. Voilà. Mais c'était des chocolats en fait qui un chocolat à la maison du chocolat en général pèse on va dire entre 7 et 9 grammes. OK. Là ces chocolats salés étaient aux alentours des 3 grammes. Donc en fait l'idée c'était vraiment juste d'en faire une toute petite bouchée parce qu'en fait on les aurait fait en format 7-9 grammes. Ça en aurait été écœurant en fait. Et là l'idée c'était vraiment voilà c'était juste du 3 grammes. Donc ça vous donnait vraiment voilà cette sensation voilà qui passait sans être écœurant. Euh, enfin et ce format en fait était très important en fait dans la dégustation et donc du coup voilà je porte aussi beaucoup d'importance en fait au format du chocolat quand je le conçois ouais, tout à fait.
Et bah après les matières premières, moi c'était plus par rapport à, oui, à des matières premières qui me rappelaient des souvenirs dans les voilà dans les cuisines de mon oncle. Là, c'était mon oncle en fait qui était cuisinier. Et Ok. donc voilà, ça m'évoquait des plats qu'il pouvait faire à travers ses chocolats en fait. Et ça a été le premier coffret finalement qui est sorti de ce troisième axe de travail. Et en fait, j'en ai gardé un souvenir très fort parce que pour la maison du chocolat, c'était bah, on poussait les codes. Hein, c'était Ouais. vraiment quelque chose qui n'avait pas été fait, en tout cas au sein de la maison du chocolat. Et je me rappelle d'avoir fait une présentation dans une de nos boutiques parce qu'en général, ces collections-là, on les présente en avant-première à nos meilleurs clients. Et Ok. je me suis retrouvé justement dans une boutique à faire la présentation de ce coffret. C'était en 2012 de mémoire. Et de me retrouver face à une clientèle historique justement, une personne qui en les goûtant m'a dit tout de suite, elle m'a dit mais comment vous avez pu faire une chose comme ça, c'est pas bon, enfin Ah ça oui. n'allait pas du tout pour elle. Et d'avoir une autre personne qui avait 25 ans et qui a coupé la parole à cette dame en lui disant mais madame je peux pas vous laisser dire ça, ce coffret est juste extraordinaire. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça m'a fait prendre conscience que justement bah, ça a donné naissance à ce troisième axe de travail en fait où j'ai pris conscience qu'il y avait besoin de ce troisième axe de travail et ça m'a fait penser aussi un petit peu à bah, j'en reviens encore un petit peu quand je vous parlais tout à l'heure du numéro 5 de chez Chanel, c'est que quand on va prendre une maison comme chez Chanel, vous allez avoir le tailleur classique Chanel et puis à côté vous allez avoir des choses entre guillemets un petit peu débridées et en Ouais. fait voilà des maisons de luxe en fait voilà on a besoin des deux en fait les deux sont importants. Il faut connaître enfin entretenir nos fondamentaux mais il faut aussi aller vers demain en fait et aller vers demain à la fois pour notre profession, bah, pour notre bien-être aussi à nous et puis pour faire découvrir autre chose aux consommateurs parce que c'est vrai que le consommateur encore plus que jamais aujourd'hui est à la recherche aussi de nouveautés et il a besoin d'être surpris. Hein. Après comme je dis ces coffrets là pour moi c'est pas forcément des coffrets je dis toujours vulgairement, c'est pas des coffrets pour remplir le tiroir caisse, Oui. c'est des coffrets de curiosité en fait. C'est de faire passer un moment agréable à nos clients, de les transporter dans autre chose en fait, de leur faire découvrir euh, des notes végétales à travers l'olive, des notes de sous-bois à travers le champignon, des notes aigres douces à travers les oignons caramélisés. Et après comme je dis, ça m'a pas forcément gêné cette personne qui m'a dit qu'elle a pas aimé. Et je l'entends parfaitement hein, qu'on me dise le champignon dans le chocolat, je déteste ça, j'ai pas de souci. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez goûté, vous avez ressenti ce que c'était d'avoir des notes de sous-bois dans un chocolat. Ouais. Vous aimez, tant mieux. Vous aimez pas, ben voilà, vous aimez pas, mais vous avez goûté. Comme les notes de caviar, quand j'ai fait un coffret avec Carmen Petrosian sur le caviar, vous aviez des personnes qui venaient acheter ce coffret de caviar toutes les semaines, et puis vous aviez des personnes qui vous disaient qu'ils détestaient ça. Et j'ai pas de souci avec ça, parce qu'en fait, voilà, c'est des coffrets qui sont là pour surprendre, voilà, pour vous interroger, pour vous questionner, et voilà. Et ça, c'est assez fou et j'aime beaucoup, tu vois, cette vision d'avoir, vraiment une partie dédiée, au chocolat un peu de main, à des chocolats qui sortent complètement de l'ordinaire. Oui. Justement, qu'est-ce qui, toi, te les inspire? Alors là, c'était le fait d'avoir une famille un peu, cuisinière, du coup, d'avoir un peu cette notion-là. Heu, Mhm. Par exemple, je sais pas, tu vois, si on reprend, pareil, ton chocolat, parfum que je trouve, assez Ah, bah alors incroyable le parfum, c'est une aussi belle histoire. et qu'est-ce qui, à Le, chaque fois, te fait naître cette idée? le parfum, figurez-vous que je me rendais au Japon pour présenter une collection de la Saint-Valentin, justement, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la Saint-Valentin c'est très important au Japon, donc du coup je me rends au Japon vraiment pour présenter ma collection aux Japonais. Et dans l'avion, je tombe sur le magazine Air France et en feuilletant le magazine, je tombe sur un article qui parlait de Olivier Crespe, donc Olivier Crespe qui est un nez, donc un Mmh. monsieur qui fait des parfums. Et Olivier Crespe, en fait, est le premier né qui a créé Angel, donc le premier parfum gourmand, donc il y a 30 ans. Et donc, il y avait tout un article sur lui, sur les parfums gourmands, et il faisait le rapport avec la gastronomie. Et j'ai trouvé cet article en fait passionnant, en fait, de trouver un parfumeur qui parlait comme ça de la gastronomie à travers ses parfums. Ouais. Donc du coup, je garde l'article et puis quand je rentre à Paris, euh, à cette époque-là, nous avions une directrice marketing à la Maison du Chocolat qui venait justement avant d'arriver à la Maison du Chocolat, elle travaillait chez Givenchy Parfum.
qu'elle s'appelait Judith, donc je vais voir tout de suite Judith en rentrant du Japon, je lui montre l'article et puis je lui dis, bah, Judith, j'adorerais travailler avec ce monsieur pour, enfin, travailler ou le rencontrer en tout cas. Et donc je me rappellerai toujours, elle m'a regardé, elle m'a ouvert grand ses yeux et elle m'a dit, mais Nicolas, elle dit, même moi qui a travaillé dans le parfum, c'est une sommité dans son domaine, je n'ai jamais pu le rencontrer, elle dit, je pourrais jamais vous avoir un rendez-vous avec ce monsieur. Donc pour savoir, hein, juste pour vous dire, dans le monde, vous avez à peu près sept nés, on va dire, qui sont mondialement connus, donc il fait partie en fait de ces 7 personnes en fait. Moi je mesurais pas ça non plus à l'époque. Hein. Et donc du coup, bah, elle me dit, enfin ça sera même pas possible. Elle me dit, je pourrais pas t'avoir de rendez-vous. Moi j'ai jamais pu le rencontrer. Donc du coup, bon bah j'ai dit si toi tu n'arrives pas, c'est pas moi qui va y arriver. Donc du coup voilà, bon, j'ai laissé tomber. Et puis en fait, allez, 4-5 mois après, elle est arrivée dans mon bureau et puis elle m'a dit comme ça, bah Nicolas, je crois que votre vœu va être exaucé. Vous allez pouvoir travailler avec Olivier Cresp. et, et en fait, ça s'est fait parce que bah, c'était en 2017 et en 2017, en fait, le Parfum Angel fêtait ses 25 ans. Mmh. Parce que c'est 30 ans cette année. Et donc, bah, en fait, le Parfum Angel souhaitait, pour ses 25 ans, en fait, créer un coffret de chocolat, donc voilà, qui réponde au parfum, puisque c'était un parfum gourmand. Et donc, ils nous ont contactés à la Maison du Chocolat. Et donc, voilà, la collaboration s'est faite comme ça. Donc, voilà, mes chakras étaient déjà très ouverts. Donc, c'est un coffret sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler parce que bah, Olivier Cress m'a envoyé à travers les collaborations aussi. Ce que je cherche, c'est aussi, bah, comme je disais, hein, c'est de pousser les limites, c'est d'envoyer les clients ailleurs, mais même moi aussi, hein, finalement, c'est de m'envoyer où j'aurais jamais été. Et là, ce qui a été très intéressant dans le décortiquage de ce parfum, justement, comme je les ai expliqué tout à l'heure, un début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche. Ouais. Donc le début de bouche, ça allait parce qu'on était dans les hespéridés. Donc les hespéridés, c'est les agrumes. Donc là, ça allait. Le milieu de bouche, bah, c'est tout le parfum gourmand d'Angel. Donc là, c'était du praliné, de la barbe à papa, des cranberries. Donc là, voilà, on avait travaillé sur ce qu'on appelle un bicouche dans notre jargon professionnel. Hein, c'est 2 recettes qui sont superposées. Il y avait un praliné amande noisette et dessus, il y avait une guimauve à la barbe à papa avec des petits morceaux de cranberry dedans. Donc voilà, c'était très addictif et très gourmand. Et la note de fond du parfum Angel, c'était du patchouli. Et donc là, il me dit, bah Nicolas, il va falloir faire une ganache au patchouli. Alors là, je dis, je sais pas comment on fait. Donc voilà, c'est en ça voilà que ça a été très intéressant parce que alors pour moi, j'ai découvert le patchouli qui a des notes un petit peu de sous-bois, des notes un petit peu végétales, d'humus. Alors donc c'est très particulier évidemment de mettre ça dans un chocolat tout seul et donc du coup voilà ça a été aussi d'y ajouter un petit peu de vanille hein, parce qu'il y a de la vanille aussi dans le gel et donc du coup là le chocolat était extraordinaire parce que vous aviez ces notes de vanille qui explosaient en bouche et en fin de bouche vous aviez justement ces notes de patchouli qui arrivaient mais voilà qui étaient très élégantes. Vous aviez pas du patchouli plein la bouche mais vous aviez ces notes voilà très végétales de sous-bois un petit peu d'humus hein, qui étaient voilà très intéressants et qui justement permettaient de faire découvrir autre chose. Ouais. Et pour une collection comme le végétal, bah là je dis c'est vrai, oui ça vient tout à fait de moi puisque je dis quand je suis arrivé à la Maison du Chocolat j'avais 22 ans et je dis toujours que je consomme mensuellement ce que consomme annuellement un Français en chocolat. Je sais pas si vous connaissez la consommation annuelle d'un Français, Léa. Non, Vous n'avez pas une je la idée? connais pas. Non, pas du tout. Enfin, je sais pas, 2 kilos? Ah, on est à plus que ça, on est à 7 kilos. Ah ouais, 7 kilos? 7 kilos par an, donc moi c'est ce que je consomme par mois. Et donc voilà, quand vous avez 22 ans que vous en consommez 7 kilos, tout va très bien, sauf que quand vous avez la quarantaine passée, ça fait pas le même effet. Et voilà, je suis tout simplement parti de ce constat-là, de me dire, voilà, Nicolas, à ce rythme-là, en consommant toujours 7 kilos de chocolat par mois, il va falloir faire quelque chose. Et donc du coup, ça a été tout simplement de se dire, comme je vous disais, sans se dire, voilà, je vais vous faire des chocolats allégés, light, parce qu'il faut que je maigrisse. C'était pas ça. C'est de se dire, certes, je consomme 7 kilos de chocolat par mois, mais je veux dire, voilà, est-ce que je peux repenser le chocolat différemment finalement pour plus être dans un esprit de naturalité et de bien-être. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, on a travaillé donc avec le médecin nutritionniste Thierry Anne sur le fait de finalement de se dire, ben est-ce que finalement la crème, on pourrait la remplacer par plutôt des jus de fruits. Et puis le beurre, donc qui est une matière grasse animale, qui est une matière grasse saturée, est-ce que finalement on pourrait pas la remplacer par une matière grasse végétale, qui est une matière grasse insaturée? Donc on est passé du beurre en fait à de l'huile végétale.
OK. Sauf qu'évidemment, quand on mélange du jus de fruits avec de l'huile, on n'a pas du tout, ça va pas apporter la même texture dans une ganache que quand on mélange de la crème et du beurre, hein. Vous vous doutez bien, les textures sont pas du tout pareilles. Ouais. Donc il a fallu en fait, on va dire, texturer notre jus de fruits et notre huile pour se rapprocher de la texture qu'on peut avoir avec de la crème et du beurre. Donc on est venu à rajouter en fait des fibres naturelles dedans. En l'occurrence, ce sont des fibres de chicorée. Et donc c'est ce mélange jus de fruits, fibres du chicorée et huile en fait qui nous permettent de retrouver cette texture qu'on peut avoir quand on mélange de la crème et du beurre. Donc ça a été vraiment la première étape sur laquelle on a travaillé avec Thierry Yann, c'était vraiment déjà de se focaliser sur le fait de pouvoir retrouver une texture équivalente en fait par rapport à une ganache classique. Et donc là, c'est pareil quand on commence à faire ça, on sait pas où on va, on sait pas du temps qu'on aura besoin. C'est pour ça aussi que dans ce genre d'exercice, je vais aussi m'entourer de personnes aussi. Hein. Je vais pas démarrer tout seul parce que Ouais. dire finalement je vais faire des ganaches végétales. Oui, mais alors des ganaches végétales, des matières premières, il y en a pléthore. Je pourrais tester des matières premières pendant 10 ans. Donc là, l'idée c'était d'avoir un nutritionniste finalement qui vous guide un petit peu en disant plutôt ci ou plutôt ça, plutôt telle huile ou pas telle huile. Euh, et donc du coup, quand on a trouvé la texture, la deuxième étape après, ça a été plutôt en fait de se dire, ben maintenant qu'on a la texture, et ben là maintenant on peut imaginer un coffret finalement de Ouais. créer un coffret pour sortir une collection de chocolat. Là, ça devient déjà plus concret. Et donc là, du coup, finalement, on s'est dit, bah, poussons le bouchon jusqu'au bout, créons un coffret avec des recettes de ganache qui viennent enrichir naturellement les valeurs, enfin les valeurs nutritionnelles. On vient enrichir les ganaches des valeurs nutritionnelles qu'il y a déjà dans le chocolat. C'est-à-dire que je donne un exemple très simple. Hein, je pense que tout le monde sait que dans le chocolat, il y a des antioxydants. Oui. Alors, bah, après tout, faisons une ganache avec quelque chose qui nous apporte encore davantage d'antioxydants. C'était ça l'idée finalement. Donc de se dire, bah, on va faire une ganache avec de la grenade. Donc on va apporter à travers la grenade encore plus d'antioxydants. Le chocolat contient du magnésium. Bon, bah, la graine de courge contient du magnésium, donc on va faire un chocolat à la graine de courge. Voilà. Et donc du coup, on a travaillé comme ça, donc pour donner naissance à ce coffret qui s'appelait Bien-être, qui est sorti en 2018. Et donc à l'époque, sur le même principe, quand on parle de naturalité et de bien-être, finalement, je me dis, ben, on va remplacer le sucre blanc raffiné par un sucre qui est plus naturel. Et donc, on s'est pas posé plus de questions que ça. Un sucre naturel, ben, j'ai pris tout simplement du miel. Oui. Et donc, tout va bien. Voilà. Et donc, on sort le coffret. Et c'est justement à ce moment-là, finalement, en boutique. Voilà, le coffret a eu beaucoup de succès. Et en fait, on a eu une clientèle qu'on n'attendait pas du tout en boutique avec ce coffret-là. Ce sont justement les véganes. Sauf que malheureusement, ce coffret n'était pas vegan puisqu'il y avait du miel dedans. Ah oui, bah oui. Et donc du coup, ben, j'en reviens justement à entretenir mes recettes iconiques, ce qui fait que finalement, l'été dernier, l'été 2021, on a sorti un coffret qui s'appelle Naturellement Fruits, qui reprend justement les recettes fruitées iconiques de la maison du chocolat, donc celles qui sont faites avec de la crème et du beurre, hein, donc les ganaches à la framboise, aux fruits de la passion, au cassis, au citron et à l'orange. Et on les a fait en version végétale, et donc on a poussé jusqu'au vegan, puisque finalement on a tout simplement remplacé le miel par du sirop d'érable et du sirop d'agave. OK. Mais voilà, pour vous dire que finalement, voilà, ce travail sur les recettes iconiques n'a pu se faire que par rapport à ce qui s'est passé dans ce troisième axe de travail, tout ce travail qui a été fait en amont, en fait, pendant plusieurs années, avec Thierry Yann, ce médecin nutritionniste, en fait. Donc voilà, moi, ça permet vraiment de bien visualiser voilà, mon travail, en tout cas. Ouais. Effectivement. Et du coup, donc là, tu disais que d'abord, vous avez dû travailler sur les textures avant d'avoir les goûts et que pour le coffret bien-être, il y avait aussi toute une notion de bien-être, enfin, qui va au-delà, comme tu disais, magnésium, antioxydants, et cetera. Est-ce que, en vegan, en version, végétale complet, tu pourrais justement imaginer, tous les chocolats possibles avec toutes les ganaches possibles? Ou est-ce que, tu vois, finalement, il y a certains produits avec lesquels, c'est pas envisageable parce qu'on n'arrive pas du tout à retrouver la texture? Enfin, je sais pas, est-ce que voilà, est-ce que tu as des limites un petit peu? Bah pour le moment non parce que en tout cas j'ai poursuivi le travail puisque après les ganaches fruitées en fin d'année 2022 à la Maison du Chocolat, on va avoir un coffret de ganache pure origine OK. en en végétal, en vegan végétal, on va dire, pour que ça soit pour tout le monde. Parce que là, finalement, quand on veut faire des ganaches pure origine en végétal, finalement, on se dit, bah là, on peut plus mettre de purée de fruits, de jus de fruits.
puisque c'est une ganache que avec du chocolat. L'idée c'est pas de venir y ajouter un parfum, faut laisser ses pures origines s'exprimer telles qu'ils sont. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait pour rester dans le végétal? Et donc là, du coup, on a travaillé tout simplement sur le fait de remplacer de la crème par de l'eau minérale. Donc on est sur des ganaches à l'eau avec toujours les fibres et donc toujours l'huile végétale. Donc ça, c'est une collection qui sortira en fin d'année. Donc voilà, on a le principe en tout cas des ganaches fruitées, on va avoir les ganaches pure origine aussi, donc qui fonctionnent parfaitement bien. Euh, et puis après, non, enfin à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de point bloquant sur dans ce domaine-là, puisque j'allais même vous dire le chocolat au lait, puisque ça pourrait être une interrogation aussi. Hein, sur le chocolat au lait, finalement, bah, même le chocolat au lait, c'est de lait de vache. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on trouve des chocolats au lait qui sont, moi en l'occurrence, j'utilise du chocolat au lait qui est fait à base de lait de coco. Donc voilà, dans mes ganaches végétales, en fait, j'ai du chocolat au lait qui est à base de lait de coco. Donc non, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que tout est possible dans ce domaine-là, en tout cas. Hein. Mais non, maintenant, en fait, comme je dis, c'est ce qui est intéressant, c'est de faire vivre les deux sortes de chocolat en boutique et de voir un petit peu le ressenti des clients finalement de est-ce que finalement dans 3 ans, bah, le végétal ce sera plus un sujet, ça aura juste été un phénomène de mode. Est-ce que finalement dans quelques années la crème et le beurre dans le chocolat ça sera plus un sujet parce que plus personne n'en mettra, ou est-ce que finalement dans 5 ans, quand vous arriverez dans une chocolaterie, on vous proposera systématiquement la version entre guillemets animale ou végétale. C'est difficile à dire en fait aujourd'hui. Ça, donc c'est vrai que la maison du chocolat, on a fait le choix en tout cas d'avoir les deux et de voir un petit peu finalement le retour client, voir un petit peu comment ça évolue en fait. Parce que c'est vrai qu'aussi après, comme je dis, je suis pas aussi radical en disant faut tout l'un ou faut tout l'autre. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai plus le sentiment finalement, ce qui est intéressant, en tout cas sur les ganaches fruitées, c'est que celles qui sont à base de crème et de beurre, c'est presque des ganaches, je trouve, qui vivent bien pendant les périodes d'automne et d'hiver. Vous savez où on a besoin un petit Ouais, peu je vais pas dire un petit peu c'est un c'est peu plus réconfort. réconfortant, un peu plus chaud, ouais, voilà, c'est ça. Et puis les versions végétales, on est plutôt justement dans les jus de fruits et l'huile végétale, on est plutôt dans des choses qui sont plus légères, qui sont peut-être plus digestes aussi, hein, et qui sont plus fruitées aussi, hein. Et donc qui correspondraient peut-être plus à des collections pour le printemps et l'été, hein. Donc ça peut peut-être être aussi une évolution aussi du chocolat, de se dire finalement voilà on a les collections printemps-été, les collections automne-hiver aussi, hein. Là tout est possible, hein, voilà, tout est ouvert à l'heure d'aujourd'hui. C'est le client aussi, voilà, on va avoir un petit peu les retours des clients. Ouais. Justement, sur ces collections à chaque fois des chocolats un petit peu de demain, heu, qu'est-ce que tu retiens des retours clients? Est-ce que souvent ça te pousse à continuer à faire, d'autres collaborations de ce type? Est-ce qu'au contraire, enfin, est-ce que tu les laisses en version très, très éphémère, pour juste pouvoir goûter et puis, de toute façon ça sera enfin, tu vois? Enfin, c'est pas que c'est pas les meilleures ventes, mais, par rapport au chocolat emblématique, forcément j'imagine que c'est pas reçu de la même manière. Quel retour un petit peu tu as, par rapport à ça? Bah pour moi, ça restera ces collections-là resteront toujours des collections éphémères. Après, Oui. selon les collections, vous allez avoir des collections qui vont durer 1 an, 2 ans, d'autres qui peuvent durer jusqu'à 5 ans. Mais ça restera toujours des collections éphémères. Après, c'est la durée qui va varier. Et que de toute façon, le travail qui est fait dans ces collections s'inscrira au fur et à mesure du temps dans les recettes iconiques. Après, vous avez ce qui se passe aussi, c'est que si vous avez des recettes du troisième axe de travail qui ont des retours extrêmement forts par les consommateurs, c'est des recettes qui peuvent intégrer les recettes iconiques aussi. Hein. Donc ça m'est arrivé, je vois, il y a quelques années où j'ai sorti une ganache au bourgeon de cassis Mmh. qui a été plébiscitée par une grande partie de notre clientèle et donc finalement c'est devenu en fait aujourd'hui une recette iconique à la Maison du Chocolat. Alors tout le problème d'une maison comme nous, c'est que quand on rentre une nouvelle recette, quand une nouvelle recette devient une recette iconique, on est obligé de, quand on en fait rentrer un, il faut en faire sortir un. Donc Ah. c'est par contre le gros problème. Par contre, parce que évidemment, vous tombez toujours forcément sur la cliente historique qui a mangé que celui que vous retirez. Donc ça, c'est un problème parfois. Donc, bah, ça m'arrive toujours que, voilà, ça m'arrive d'avoir des longs débats avec certains clients. Ouais. C'est toujours, c'est problématique. C'est vrai que je comprends hein, quand vous enlevez la Madeleine de Proust de quelqu'un que c'est un problème, hein, ça.
Après, tu peux continuer à la fabriquer juste pour cette personne. Tu lui fais un petit coffret tous les mois. Ah, ça devient compliqué là par contre. Non, oui, j'imagine. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler? Celui que tu aimes travailler plus que les autres? Peut-être plutôt l'origine de chocolat que tu préfères travailler. Alors, en fait, moi, je me focalise pas forcément sur une origine. En fait, je me focalise comme je l'expliquais tout à l'heure sur le fait d'avoir un orgue à parfum. Oui. Je me focalise avant tout sur le goût, c'est-à-dire que je me focalise sur le goût et sur la variété du cacao en fait. C'est-à-dire qu'on va être sur des cacao fins, donc principalement des Criollo et des Trinitario, donc qui Mmh. poussent principalement en Amérique latine. Et ensuite, c'est par rapport en fait à ces variétés de cacao et par rapport, on va dire, au sol sur lequel va pousser ce cacao, par rapport à l'altitude où il va pousser, voilà qu'on va avoir en fait ces goûts que je recherche. Mais quand je recherche par exemple un cacao, je vais prendre, allez, je vais vous dire un acidulé fruits rouges. Bah, en 2021, mon acidulé fruits rouges peut très bien venir de Madagascar. Et puis en 2022, cet acidulé fruits rouges viendra peut-être du Venezuela. Mmh. C'est juste pour vous dire, voilà, en fait, je me focalise pas en fait sur le pays. En fait, c'est surtout avant tout sur le goût et la variété du cacao. En fait, et où il a poussé. C'est pour ça que c'est tout le travail du sourceur en fait, voilà, d'être sur place et voilà de surveiller vraiment ça, ces variétés, c'est la richesse du sol et l'altitude où va pousser le cacao. En fait. Après, c'est vrai que si on revient sur les acidulés fruits rouges, c'est vrai que l'acidulé fruits rouges est quand même très typique de Madagascar aussi. Hein. C'est vrai que, pas dire le contraire non plus. Hein. Mais si je trouve de l'acidulé fruits rouges au Venezuela, je vais pas m'interdire de le prendre. Voilà. Oui. Mais du coup, c'est lequel ton goût préféré en chocolat? C'est l'acidulé fruits rouges? Bah, oui, voilà, tout à fait. Vous avez tout compris. T'as tout compris. Et est-ce que tu aurais un conseil, à me donner pour utiliser du chocolat dans ses desserts? Pour le coup, on repasse un peu côté pâtisserie. Quand on veut utiliser un chocolat, à quoi il faut penser? Bah, je dis toujours qu'il vaut mieux le fondre en tout cas au bain-marie, hein, parce que c'est vrai que le problème du micro-ondes, c'est que souvent on a tendance à vouloir aller trop vite et on va souvent avoir tendance à le brûler. Bah, de pas utiliser des chocolats trop sucrés, en tout cas dans la pâtisserie, parce qu'on a souvent déjà tendance à mettre du sucre dans un gâteau, ou en tout cas, bah, voilà, si vous utilisez du chocolat sucré, en tout cas, bah, après il faut moins rajouter de sucre. Hein. Les chocolats que je vais utiliser dans les pâtisseries sera plus des chocolats aux alentours de 70%. OK. Alors après, j'ai souvent tendance à mettre un petit peu aussi de ce qu'on appelle du pur pâte dans notre jargon, hein, c'est du cacao du 100%, qui va apporter un petit peu de ce que j'appelle du punch, un petit peu de longueur en bouche en fait. Faut vraiment avoir ces notes, presque ces notes cacaotées, hein, parce que voilà, je vais faire la différence entre les notes chocolatées et les notes cacaotées, hein, parce que voilà, les notes cacaotées, ça va être justement le côté un peu fève de cacao. Côté chocolaté, ça va être justement ce côté chocolat et sucre en fait. Donc voilà, je dis toujours que le pur pâte, le 100%, c'est un petit peu le sel du chocolatier. Donc c'est toujours, j'ai souvent tendance à mettre un petit peu de pur pâte comme ça, vous voyez, comme ben voilà, comme j'ai grandi dans une cuisine, oui, oui, c'est ça, on retrouve encore l'âme du cuisinier derrière tout ça. Mais il y a cette petite pointe de 100% que je vais mettre à droite et à gauche. Ouais. Pour assaisonner. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors merci beaucoup. Maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, même si du coup j'ai compris qu'il y a pas une seule origine et qu'on travaille plutôt en goût, si malgré tout tu ne devais plus utiliser qu'une seule origine de chocolat pour tes créations, ce serait laquelle? Bah, j'irai chercher la porcelana qui se trouve au Venezuela quand même. Hein. Donc voilà, ce sera le Venezuela. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est un plateau de fruits de mer parce que je suis breton, donc voilà. Du coup, travailler en chocolat, ça donne les chocolats iodés, salés. Ah, c'est pour ça que, voilà, tout à fait, moi, le caviar, les cénotes. Bah, en fait, l'histoire du caviar, je reviens juste 2 secondes sur le caviar, hein, Vas-y, vas-y. c'est que, quand j'ai sorti mon coffret Bretagne, en fait, je voulais absolument faire une ganache aux algues. D'accord. Et en fait, j'ai pas réussi, ça me plaisait pas. Et comme je vous disais, voilà, je vais pas sortir une ganache aux algues juste pour dire que j'ai fait une ganache aux algues. En fait, ça me plaisait pas, donc je l'ai pas sorti. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans mon coin de la tête. Comme je vous disais, voilà, j'ai plein de choses sous le coude, des choses qui vont, des choses qui vont pas, des choses qui ont besoin de mûrir, qui ont besoin d'être retravaillées. Des fois, voilà, j'ai des choses qui vont rester, surtout pour l'artistique, hein, j'ai des choses qui vont rester très longtemps en fait en suspens et voilà, qui ont besoin de reposer et ressortir. Et donc l'algue, voilà, c'est quelque chose
que j'ai toujours pas sorti d'ailleurs, hein, parce que ça date de 2012, vous voyez. Je l'ai retravaillé plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Et j'avais eu justement un échange avec Armen Petrosian, justement, sur le caviar. Et justement, ils avaient fait toutes des explications sur les dégustations de caviar et avaient commencé à parler des notes iodées du caviar. Et donc, ça m'avait fait tilt, en fait. Et c'est là que je me suis rapproché de lui suite à ça. Et donc, il m'avait invité à faire ce qu'on appelle une verticale de caviar, hein. Donc, j'ai eu voilà, la chance de goûter toutes sortes de caviar. Et finalement, dans les caviars, j'avais pris de l'ossiètre parce que l'ossiètre a des notes très fruits secs et très beurrés. Et donc, voilà, des choses qu'on peut retrouver dans le chocolat. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à tester le caviar, mais finalement, le caviar, ça a été une évidence, pas, contrairement à l'algue où c'était très compliqué. Ouais. Et donc, du coup, bah, en fait, le coffret caviar, en fait, ça s'est fait très, très rapidement, en fait. Et donc, voilà, je garde en moi. J'espère que avant de quitter la maison du chocolat, j'aurai réussi à faire ma ganache aux algues. Si. Mais bon, je ne désespère pas, en tout cas. Mais en tout cas, si elle sort, c'est que j'en serai extrêmement fier. Et concernant donc voilà, ces notes iodées et ce plateau de fruits de mer qui est cher à mon cœur, parce que c'est vrai que quand voilà, je prends un plateau de fruits de mer, voilà, je me retrouve en Bretagne très très vite. Très récemment, j'ai fait une dégustation de cognac, enfin des associations cognac et chocolat, et justement la personne de la maison de cognac me disait que son cognac allait parfaitement avec des fruits de mer. Donc, à ma prochaine dégustation de plateau de fruits de mer, je ferai du cognac pour voir. Après, il va y avoir des associations de chocolat, caviar et cognac. Ça va être assez Bah, qui sait, ou incroyable. peut-être qu'il y aura une petite pointe de cognac avec mes algues, qui sait, peut-être. C'est vrai. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Bah, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2 semaines, j'ai dégusté du sésame avec du wasabi. J'ai trouvé ça extraordinaire et justement pour nos clients japonais, je pense que c'est quelque chose qui, dans quelques temps, vous retrouverez dans mes futures créations. Est-ce que tu fais des créations uniquement pour les Japonais ou dans tous les cas, toutes les créations que tu fais pour les différents pays, sont, vendues et peuvent être dégustées dans tous les pays? Enfin là, par Alors exemple, ça, c'est du sésame ouais, wasabi. très bonne question. Donc ça, c'est mon deuxième axe de travail sur les collections éphémères. Donc en fait, j'ai 10 collections éphémères par an. Alors que je parle d'une collection éphémère, c'est une feuille blanche avec des créations de recettes, un coffret spécifique et donc le storytelling. Le storytelling. Donc les quatre collections annuelles, bah, vous retrouvez donc la Saint-Valentin, vous trouvez Pâques, vous trouvez l'été, vous trouvez Noël. Donc ça, c'est pour le monde. Et après, vous avez 6 collections qui, elles, sont propres en fait à chaque pays, donc vous retrouverez pas en France justement. Donc vous avez 2 collections qui sont aux États-Unis. On va faire une collection pour Halloween et une collection pour la Thanksgiving. 2 collections donc pour le Japon. Donc on va faire une collection pour, alors je sais pas si ça va vous parler, hein, pour White Day et Cherry Blossom. White Day, en fait, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, la Saint-Valentin, c'est les femmes qui offrent aux hommes. Et White Day, en fait, c'est un mois après, donc c'est le 15 mars, où là, c'est l'inverse, en fait. C'est que les hommes, en fait, doivent offrir aux femmes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez contraignant pour les femmes, parce que les femmes doivent offrir à tous les hommes de leur entourage, alors que les hommes doivent eux offrir que à leurs partenaires, mais la petite différence, c'est qu'ils doivent offrir 5 fois plus que ce qu'ils ont reçu quand même. Ah! Mais c'est pas uniquement que du chocolat, mais c'est pour ça que du coup, nous, on fait quand même un petit coffret de chocolat au cas où les hommes voudraient quand même offrir du chocolat. Donc c'est cette fameuse fête qui s'appelle White Day. Et puis après, vous avez donc Cherry Blossom, ça c'est la fête des cerisiers au Japon, hein, qui est très importante pour les Japonais. Donc là, en l'occurrence, on fait pour Cherry Blossom, on va faire une ganache à la fleur de cerisier. Pour Halloween aux États-Unis, on va faire un praliné à la graine de courge. Ouais. Et donc les 2 dernières collections éphémères, c'est pour donc Hong Kong, où là on va faire une collection pour on appelait ça Moon Chocolate, mais en fait là-bas ça s'appelle Moon Cake, hein, c'est la fête de la lune. Donc là on fait voilà un coffret pour cette fête et on fait aussi un coffret pour le Nouvel An chinois. Donc voilà, ça fait ces 6 collections propres aux filiales, on va dire, et puis plus les 4 qui sont mondes, donc ça fait 10 collections par an qui sortent. Oui. C'est ça, mais du Tout coup, pas en partout, enfin, pas dans chaque pays. Non, là c'est vraiment ces 6 collections-là, c'est vraiment 2 pour chacune, ouais, 2 aux États-Unis, 2 au Ouais, Japon et 2 à Hong Kong. Ouais. Et donc très bien. ça c'est des collections qu'on va pas forcément voir en France. Ouais.
Est-ce qu'il y a un chocolatier ou une chocolatière avec qui tu aimerais bien créer un chocolat à 6 mains? Qui aurait des saveurs un petit peu, qui changent, inattendues? Ou peut-être un pâtissier ou une pâtissière? Bon, je vais vous dire, j'ai une chocolatière qui a démarré à la maison du chocolat qui s'appelle, Aline Géant qui a travaillé il y a ouh là là, il y a ça doit faire, ça va faire, 10-15 ans je pense. Voilà, qui est aujourd'hui est artisan chocolatière à Avignon. Que j'ai pas revu depuis et qui fait des très belles choses et c'est vrai que ça me ferait très plaisir de faire quelque chose avec elle parce que voilà c'est quelqu'un qui a grandi à la maison du chocolat et qui a beaucoup de talent et qui fait des très belles choses et voilà ça me ferait plaisir en tout cas de faire quelque chose avec elle. Voilà, ce serait une façon de se retrouver aussi à travers une collection C'est vrai, et puis aussi de mettre en avant aussi un peu de féminité dans notre métier très masculin. c'est vrai, c'est vrai. Si tu devais créer un chocolat qui évoque le printemps, qu'est-ce que tu ferais? Ah, en tout cas, le printemps, j'allais dire, j'ai déjà fait, en tout cas, la ganache fleur de cerisier, qui est pas forcément connue en France, mais en tout cas qui est connue au Japon. Mais comme ça, sinon autrement, on va dire une ganache pour le printemps pour tout le monde. Voilà, je vais vous dire encore, c'est un petit peu mes origines de cuisine qui vont ressortir. J'essaierai bien une ganache à l'asperge. Ah, Je pense que ça serait un petit peu, ben voilà, on retombe encore dans les coffrets de curiosité, hein, mais je oui, pense que ça serait assez, voilà, assez étonnant de faire découvrir quelque chose, d'emporter les clients vers autre chose, en tout cas pour le printemps avec une ganache à l'asperge. Ouais. effectivement, c'est épatant, Ça enfin, te donne comment envie? dire? C'est intriguant. Bah, écoute, j'aimerais bien C'est goûter. ça, voilà. Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Tu plutôt chocolat blanc ou chocolat au lait? Ah oui, un chocolat au lait, on va dire avec des petites notes lactées, caramélisées, biscuitées, là, voilà, très gourmand. Ouais. Plutôt Noël ou Pâques? Oh là là, alors ça c'est très compliqué, Noël ou Pâques. Allez, je dis Pâques parce que Pâques, c'est un côté c'est très ludique, c'est très enfant, et c'est vrai que je dis toujours dans notre métier de création, il faut toujours regarder une âme d'enfant pour rester Ouais, créatif. Donc, parce que c'est vrai que enfin, à la Maison du Chocolat, les collections comme Noël, ce sont des collections qui sont un peu plus adultes, on va dire. On est plus dans l'élégance, la sobriété, le chic parisien, on va dire. Alors qu'à Pâques, on va plus être dans quelque chose de plus ludique, plus destiné aux enfants. oui, Donc tu peux voilà, plus t'amuser. voilà. Donc voilà, et comme en tant que créatif, il faut absolument que je garde mon esprit d'enfant, donc je dirais Pâques. Voilà. Plutôt ganache ou praliné? Voilà, je dirais ganache parce que pour voilà toute la diversité de ces fameuses typicités aromatiques, comme j'expliquais tout à l'heure, moi voilà une tablette pure origine, une ganache pure origine, tout simplement. Voilà, moi c'est quelque chose qui me transporte parce que voilà il y a déjà tout ce panel aromatique qu'on peut avoir juste dans une fève de cacao qui pour moi est juste tout simplement extraordinaire. Plutôt chocolat du Venezuela ou de Madagascar? Donc Venezuela. Et pour Pâques, plutôt poussin craquant ou œuf plume, qui sont 2 des créations qui sont Ah. en ce moment, du coup à l'honneur. Bah, je dirais le poussin craquant parce qu'il a ce côté voilà très très ludique, très enfantin. L'œuf plume, bah, l'œuf plume, il est presque plus comme une collection de Noël parce qu'il a un côté très très chic Ouais, et très élégant. C'est vrai que finalement cette collection de Pâques, je pense que pour la première année, finalement, voilà, elle traite à la fois des deux. Vous avez à la fois le côté très ludique, régressif, addictif, et puis la grande pièce, l'œuf plume, vous êtes voilà dans quelque chose qui est très chic, très élégant, très beau. c'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas. J'aime bien demander à mes invités un défi, enfin chocolatier à nous lancer, à me lancer et à tous les auditeurs et auditrices, qui aimeraient le réaliser aussi. Soit, je sais pas, un chocolat à tester, une recette à faire ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais, un petit défi? Bon, on m'a soufflé l'idée quand même. En fait, Léa, on va faire on va faire des ateliers le 5 et 6 avril où je vous propose en fait de réaliser votre poussin craquant. Donc, mon défi, c'est de, de vous inviter à venir faire votre poussin craquant. Voilà, Ah pour bah, qu'il écoutez soit avec aussi plaisir. beau que le mien. Ah bah, oui. Alors ça, c'est pas sûr.
Bah, c'est ça le défi, hein, parce que si je vous dis juste, «Allez, venez le faire, tout va bien», non, c'est pas tout va bien, c'est que je mets un peu de pression quand même. La pression est là. Bah, écoutez, avec grand plaisir. Ouais, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Moi aussi et ça m'a fait vraiment très plaisir et je trouve ça, passionnant. J'aime beaucoup toute cette dimension et en plus de voir, à quel point dans une grande maison, comme la Maison du Chocolat, il y a beaucoup de place, à la créativité avec tous tes coffrets, super originaux et qui sont très intrigants. Donc merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Rester gourmand et c'est vrai que, rester gourmand, et comme je dis aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on nous dit de faire attention à tout, de pas manger trop de ceci, de trop de cela. Je pense qu'il faut manger de tout, mais manger juste raisonnablement et c'est comme ça qu'on restera, je suis persuadé aussi gourmand, en fait, voilà. C'est Faut vrai. rien s'interdire, mais voilà, faut juste le faire avec, parcimonie, voilà. Et mangeons du chocolat. Bien entendu, du chocolat avant tout. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marion Goettelet. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!